Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. À la une de ce 13h, les représentants de partis politiques à la Sénat, sujet abordé, la clé de répartition de la cagnotte destinée au financement public des partis politiques et les modalités de parrainage des candidatures à suivre dans cette édition. Soigner les certitudes, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'ex-ministre de la Microfinance, Rekiat Madougou, écrit en duo avec son compatriote Stéphane Aklogan. Un partage d'expérience avec les futures générations à découvrir l'œuvre dans ce 13h. Et puis match amical Bénin-Gabon, les joueurs convoqués sont connus. Le sélectionneur Michel Douchier a dévoilé la liste au cours d'une conférence de presse. Vous l'entendrez dans cette édition. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de la Sénat. Le mode de répartition de la cagnotte 2020 destinée au financement public des partis politiques et les modalités de parrainage des candidatures à la présidentielle 2021, ce sont là les deux principaux sujets autour desquels la Commission électorale nationale autonome a appelé les partis politiques à échanger avec elle. Divergence et convergence en vue des débats inachevés. C'est un reportage de James William Bagidi, regardez, et Daniel Ada. Le parrainage est un acte républicain qui n'est pas un soutien politique. Le parrainage. Le sujet est au cœur des préoccupations les plus récurrentes des acteurs politiques béninois, de la société civile et même des partenaires extérieurs du Bénin depuis quelques mois déjà. Et à l'occasion de ces échanges qu'elle a convoqués, la Commission électorale nationale autonome Sénat y apporte enfin les réponses attendues et qu'elle dit procéder de la lecture la plus simple des dispositions juridiques en vigueur. Le choix de duo à parrainer relève exclusivement de chaque député ou de chaque maire. Et nul n'est besoin pour le député ou le maire de se référer à son parti politique ou à une délibération d'un conseil communal ou municipal avant de parrainer un candidat. Les parrainages sont recueillis sur des formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Un élu concerné, donc habilité par la loi pour parrainer, ne peut parrainer qu'un seul et unique duo de candidats pour sécuriser les élus et les mettre à l'abri de pression. La Sénat, dès qu'elle recevra les dossiers de candidature, ne publiera pas les noms des élus qui ont parrainé tel ou tel candidat. Donc, on garantit l'anonymat des parrainages. De ce fait, le rôle des partis politiques dans le processus de parrainage des candidats à la présidentielle de 2021 se trouve réduit, ce qui n'est pas du goût de tous les acteurs politiques présents. Plusieurs motifs sous-tendent les réserves émises. À mon sens, c'est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan. Ça peut ouvrir, comme on l'a dit dans la salle, tout de suite, un marché de parrainage. Le risque ici, c'est l'éclatement des partis politiques. Le risque ici, c'est les parrainages dispersés. Le risque ici, c'est des parrainages, je ne sais pas, même des fois contre nature. Et le gros risque, c'est la corruption. A contrario, certains partis politiques invités marquent leur approbation. Ce qui a été dit pour les tests en vigueur qui existent, je crois qu'il faut se conformer à ces tests en vigueur et pour pouvoir aller de l'avant. On a juste informé des modalités au niveau du parrainage.
ce qui a permis de retenir que le parrainage sera individuel et non groupé au sein des partis politiques, ce qui est clair à notre niveau. L'autre sujet au menu des échanges entre partis politiques et commission électorale nationale autonome, c'est le financement public des partis politiques. Selon les modalités rendues publiques, seuls les partis ayant obtenu des élus peuvent prétendre au partage de la cagnotte de 1,5 milliard de francs CFA débloquée par le gouvernement pour le compte de cette année 2020. Sont éligibles au bénéfice du financement public des partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. 1. Avoir un siège national et bureaux départementaux, tous installés dans les locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile d'un bureau privé. Deuxièmement, justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti. Et troisièmement, justifier les ressources financières et leur utilisation. Le montant prévu pour 2020 sera réparti à raison de 40% prorata du nombre de députés à l'Assemblée nationale et de 60% au prorata du nombre des élus communaux. La base de calcul va s'appuyer sur les résultats des dernières élections législatives et communales. Là encore, convergence et divergence d'opinion se font jour. Un peu d'amertume, vous savez. Un peu d'amertume parce que vous me faites revenir au dialogue politique qu'il y a eu. On a voulu d'une période transitoire et pendant laquelle tous les partis régulièrement constitués peuvent avoir droit au financement avant l'application de la loi rigoureuse sur les partis politiques. Malheureusement, la loi n'est pas allée dans ce sens. Force restera la loi. C'est ceux qui ont pu avoir des députés et des maires qui bénéficieront du financement politique. Donc l'IDBN, comme vous le constatez, est exclu. Pour le financement des partis politiques au niveau du Bénin, justement, il faut tenir compte des résultats des dernières élections, que ce soit communales et législatives. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est que les années à venir, il faut que beaucoup de partis politiques puissent participer et puis vous puissiez profiter, comme on appelle, de ces mannes qui permettent aux partis politiques de travailler. En ce qui concerne le financement public, nous avons plutôt retenu que ce n'est pas un financement pour les partis politiques, mais plutôt un financement pour les élus. Donc pour nous, c'est la confirmation que les frustrations sont en train de s'accumuler et ce n'est pas du tout bien pour le climat dans notre pays. Une voie de recours pour une compréhension claire, nette et irrécusable reste ouverte à tous. La Cour constitutionnelle, seule compétente pour l'ultime interprétation des textes juridiques au Bénin. C'est vers elle que Emmanuel Tiando invite chacun des acteurs à se tourner. Rendons-nous à présent dans le Septentrion. Le président de l'Assemblée nationale en tournée dans le Septentrion, Louis Vlavonou, est allé porter assistance aux sinistrés des dernières inondations. Il a rencontré à l'occasion le préfet du Borgou, Djibril Mama Sissé. Regardez ce reportage de Ronald Robinson. Le président de l'Assemblée nationale vient de me faire l'honneur de m'accorder une audience à l'occasion de sa visite dans mon département. C'est la première fois depuis son élection à la tête de cette prestigieuse institution de la République que j'ai le plaisir de le recevoir. Alors je lui ai d'abord souhaité la bienvenue et lui ai félicité pour la confiance que ses pairs ont eu à placer en lui en l'élisant donc à la tête de cette institution. Alors puisqu'il est là dans le cadre d'une assistance qu'il a bien voulu apporter aux populations de nos départements, les populations frappées par le sinistre. Alors j'ai tenu vraiment à le remercier pour cette attention bienveillante dont sont l'objet nos populations. Je n'ai pas manqué donc, de prier pour lui afin que Dieu et les mains de nos ancêtres l'assistent donc, dans l'accomplissement de cette exaltante mais combien délicate mission républicaine. Alors, je n'ai pas manqué de formuler une doléance à son endroit parce que, puisqu'il s'agit de sinistre, depuis quelques jours, nous assistons à une montée des eaux au niveau du fleuve Okara. Alors, j'ai donc formulé cette doléance-là à l'endroit de l'autorité afin qu'elle puisse donc nous venir en aide pour soulager un tant soit peu les peines des populations au niveau du fleuve Okara.
Eh bien, à la suite du préfet du Borgou, le président de l'Assemblée nationale a rencontré le maire de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, a reçu les gratitudes de Louis Vlabonou pour l'accueil qu'il a réservé à la délégation parlementaire en mission dans le Borgou et la Liborie. On écoute le maire de Parakou, Inoussa Chabi Zimé. Nous avons échangé suite à ce que nous avons connu dans notre pays. Je veux parler des inondations et des sinistres que nous avons connus. Et nous avons remarqué et constaté que, effectivement, la représentation nationale se soucie de tous les Béninois, qu'on soit du nord, du sud ou de l'est ou de l'ouest. Actuellement, dans le nord du pays, nous avons connu des régions qui ont été inondées, dévastées. Nous avons connu même des décès suite à ces événements-là. Et le président de l'Assemblée et les membres du bureau de l'Assemblée et quelques présidents de commissions parlementaires ont décidé d'aller au secours, d'aller sympathiser, d'aller soutenir les victimes et remonter le moral à tout le reste. Nous disons merci au président pour avoir eu cette idée-là de solidarité à l'endroit de nos compatriotes qui sont touchés par ces événements. Le pays est un et indivisible et le président de l'Assemblée vient de le prouver à travers nos échanges. Et tout que le dernier Béninois, qu'il soit au fin fond du pays, doit se considérer comme Béninois. Parlons à présent de ce mouvement. L'association Lien National fait son maillage du territoire national. Elle a installé la coordination communale d'Abomey-Calavi. Justin Kogué, Michel Egbe pour le compte-rendu. Toute une génération tissant un lien entre ses membres, un lien national. Le lien national, nous avons eu l'idée, vous avez eu l'idée. Parce que qui dit lien national parle de toute une génération. Ce n'est pas nous seuls, ce n'est pas vous seuls. Nous avons l'obligation de bien faire. Nous avons l'obligation d'associer toutes les couches. Nous avons l'obligation de faire participer les uns et les autres. Un lien national rassembleur qui installe sa coordination de la commune d'Abomey-Calavi. Une coordination ayant à sa tête Gloria Ahamide. Je me réjouis particulièrement de la confiance que le Bureau national et les membres du mouvement ont placée en moi et aux membres de la coordination en nous choisissant à la tête de la coordination d'Abomey-Calavi. Notre pays, le Bénin, observe une rupture certaine avec le passé et un élan de nouveau départ et s'est engagé résolument sur la voie du développement. Les résultats sont assez visibles. Il s'agit notamment de la construction de la centrale de 120 MW à Maria-Gleta, avec l'assainissement et le pavage de sa voie d'accès. La construction d'un pont de Romain et le lancement du deuxième pont de Romain. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route, des pêches, le projet asphaltage qui a été particulièrement... Une si longue liste qui pousse les membres de Lien National à soutenir les actions de Patrice Talon et à mener des démarches de vulgarisation de ces mêmes actions. Aujourd'hui, nous travaillons à rassembler les gens, à mettre du zoom sur les actions du gouvernement. Au niveau de Lien National, nous avons un passé commun, une histoire commune qui nous oblige, qui nous contraint à regarder un autre angle de développement qui est en convergence avec celui qui a le contrôle de l'évolution du développement de notre pays. La coordination communale d'Abomey-Calavi est chargée de travailler à l'élection et à l'installation des coordinations d'arrondissement au niveau de la commune. Voyons à présent cette main tendue aux enfants de la commune de Ouenhi qui sont tout heureux. L'UNICEF et le gouvernement leur a fait don de fournitures scolaires. Gilles Dansou et Daniel Ada nous font le point. L'éducation est le premier besoin d'un peuple. L'UNICEF, aux côtés des couches les plus vulnérables. La distribution de kits et de fournitures scolaires de ce jour vient comme pour corroborer ces acquis. Je voudrais, à toutes fins utiles, préciser
que le coût global de la distribution de kits et fournitures scolaires de cette année est de 1,115 548 000 francs CFA répartis comme suit. 851 millions de francs CFA pour le compte de l'UNICEF, 98 105 000 francs pour EDICO et 167 443 000 francs pour Plan International Bénin. Tout enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès à des connaissances qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte. L'éducation est donc un droit pour les enfants et c'est pour cela que l'État le met au cœur de ses priorités et s'emploie à créer les meilleures conditions pour faciliter son bénéfice à tous les enfants du Bénin. Monsieur le ministre des Enseignements primaires et maternels, il est déjà de coutume au sein de votre département ministériel d'organiser à chaque veille de rentrée la distribution de kits scolaires aux écoliers et élèves. C'est cette coutume que vous renouvelez aujourd'hui à travers cette activité. L'UNICEF appuie et soutient l'initiative. Je voudrais remercier en tout cas tous les partenaires techniques et financiers qui sont avec nous dans ce soutien au gouvernement du Bénin pour donner la chance à l'éducation à chaque fille et chaque garçon de ce pays. C'était aussi l'opportunité pour nous, en tant que représentants de l'UNICEF et chefs de file de partenaires techniques et financiers, de dire tous nos encouragements aux enfants, leurs parents et les responsables pédagogiques pour mettre en œuvre tous les efforts pour une année scolaire bien réussie. Un seul mot de 5 lettres suffisant pour résumer toute notre gratitude à cette délégation. Nous vous disons merci. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Le mouvement Jeunesse engagée pour le développement offre aux apprenants de plusieurs établissements de Cotonou d'importants lots de kits sanitaires. Le reportage de Pamela Hichemé, présenté par Marcel Rossi et Rodrigue Blondomé. Ils sont nombreux à recevoir ainsi des mains du président du mouvement Jeunesse engagée pour le développement leurs masques de protection. 3 établissements du 3e arrondissement de Cotonou ouvrent le bal de la tournée prévue par le mouvement dans le cadre des actions de lutte contre la Covid-19 qu'il a initiées. Quand on parle du social, il faut que ça soit vraiment sur le plan national. On va faire du social, comme on vient de faire, moi je n'appelle pas ça vraiment du social. Mais il faut bien commencer par quelque part. Donc je ne fais que mettre ma pierre à l'édifice par rapport à ce mal qui sévit partout aujourd'hui. Et nous savons que cette couche très jeune est très vulnérable aussi par rapport à ces maladies. Et nous sommes en Afrique, donc je pense que j'invite la jeunesse à y participer et que nous sommes ensemble. Le présent geste s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Opération Zéro Covid dans nos écoles, initié par le dit mouvement. Les bénéficiaires manifestent leur gratitude. Oui, je suis content pour le geste que vous êtes venus nous faire ce matin. Nous vous disons d'abord merci pour ce déplacement effectué avec tout ce staff-là. Par rapport aux dons que vous venez de faire, nous réitérons notre engagement d'en faire un bon usage. Mais notre souhait fondamental, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 cas de Covid-19 au sein de notre complexe. Je veux dire à mes amis de se protéger contre le coronavirus parce que le corona est très dangereux. La générosité des responsables de la GED devrait bientôt s'étendre à une dizaine d'autres établissements scolaires du département du littoral. Un mot de santé au Bénin, les maladies du cœur sont dues à l'hypertension artérielle. Elles concernent un Béninois sur 4. Le ministre de la Santé l'a affirmé ce 29 septembre à l'occasion de la Journée mondiale du cœur. Utilise donc ton cœur pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. C'est le thème retenu cette année pour sa célébration. Suivez Benjamin Onkwati au micro de Marcel Rossi. Dans notre pays, les maladies du cœur et des vaisseaux sont principalement dues à l'hypertension artérielle qui concerne un Béninois sur 4. Malheureusement, plus de 2 tiers d'entre eux l'ignorent et ne le découvrent qu'à l'occasion de crises graves,
souvent irréversibles, tels que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, l'insuffisance rénale, pour ne citer que ceux-là. Pour cette raison, le ministère de la Santé a décidé cette année de sensibiliser contre ce tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle à travers l'une de nos habitudes de vie qui la favorise, la consommation excessive de sel. En effet, le sel est omniprésent dans nos habitudes alimentaires. Le Béninois consomme 2 fois plus de sel que besoin, soit 11,4 grammes en moyenne par jour, contre une recommandation de moins de 5 grammes selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette habitude de consommation excessive de sel concerne plus de 90% d'entre nous. Pour prévenir l'hypertension artérielle, l'excès du sel reste une habitude à perdre. Pour y parvenir, il faudra avoir à l'esprit quelques pratiques simples. Avant d'ajouter du sel, attendons la fin de la préparation des repas et goûtons-les d'abord. Rehaussons le goût de nos aliments avec des herbes et des épices naturelles tout en réduisant la quantité de sel ajouté. Évitons enfin les conserves et autres bouillons culinaires car ils sont très riches en sel. Chers compatriotes, ce changement est réalisable car l'habitude du sel est relativement facile à perdre. En effet, notre langue s'adapte au nouveau goût en 2 à 3 semaines. Alors, rééduquons nos langues avec moins de sel. Moins de sel pour plus de saveur, moins de sel pour une longue vie et une meilleure qualité de vie, moins de sel pour protéger nos cœurs. Avec du cœur, diminuons notre consommation de sel. Parlons à présent de cet ouvrage, « Soigner les certitudes », c'est le titre du nouvel ouvrage de l'ex-ministre de la microfinance Rekiat Madougou, écrit en duo avec son compatriote Stéphane Akplogan. C'est en somme un partage d'expériences avec les futures générations. L'ouvrage a été lancé samedi à Cotonou. Robert Copin-Edor nous en parle, regardez. Le titre de l'ouvrage explique déjà à qui je m'adresse. Je m'adresse aux femmes africaines, je m'adresse à la jeunesse africaine fondamentalement. Des certitudes soignées devant une assistance composée d'éminentes personnalités. Rekia Madougou s'illustre encore à travers son 4e ouvrage qui, selon elle, est un partage d'expériences, mais aussi et surtout des enseignements qu'on peut tirer de son parcours. La consultante internationale en finances inclusives et développement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. À l'aune de ce parcours qui a été le mien, on peut tirer des enseignements, on peut partager des choses qui se sont produites, on peut refaire un regard rétrospectif en se disant qu'est-ce que nous retenons de cela, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme partage par rapport à la nouvelle génération. Et c'est ainsi que d'une biographie souhaitée par le jeune écrivain à la base, nous sommes arrivés à un livre-entretien où il m'a posé des questions et Rekia Madougou s'est livré. Rekia Madougou reste intraitable par rapport aux questions liées à la citoyenneté économique. On est dans une démarche de spiritualité de l'effort. Cette spiritualité de l'effort au service de la citoyenneté économique, c'est-à-dire bâtir des citoyens qui sont utiles à leur communauté. Mais pour qu'ils soient utiles à leur communauté, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes justement à s'autonomiser et évidemment à apporter leur pierre à l'édifice national. C'est pour cela que je me suis dit on pouvait trouver un fil conducteur dans cette citoyenneté économique en la liant à la spiritualité de l'effort et donc en promouvant notre résilience. Eh bien, en faisant tout ça, on aura les ingrédients d'un citoyen actif, économiquement rentable pour son pays. Subdivisé en 9 chapitres et développé en 150 pages, l'ouvrage « Soigner les certitudes » est préfacé par Macky Sall, le président sénégalais. Madame Rekia Madougou, vous avez donc par ma voix les encouragements du président Macky Sall et ses vœux que ce livre soit à nouveau ouvreur de nouvelles audaces, qu'il inspire les jeunesses d'Afrique et les incite à s'impliquer à votre image davantage dans les débats de fond sur le devenir du continent, loin des pessimismes paralysants. Un panel sur l'inclusion financière et une série de témoignages puis d'encouragements ont meublé cette cérémonie qui s'achève par des dédicaces
et quelques pas de danse. Voilà un mot de sport. Le sport dans ce journal. Le sélectionneur des écureuils du Bénin a tenu une conférence de presse. Michel Dussuet a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter le Gabon le 11 octobre prochain dans le cadre des journées FIFA. Surprise ou pas, Stéphane Sessayon n'est pas convoqué. Suivez le reportage de Hugues Zissou-Zounon. Avec deux gardiens, Fabien Farnol et Saturnin Lagbe. Une première depuis 16 ans, pas de Stéphane Sessayon dans une liste de sélectionneurs béninois alors qu'il n'est ni blessé ni suspendu. Choix tout de même logique, Michel Dussuet est resté fidèle à ses principes. Tout joueur sans club ne sera plus convoqué. Le vice-capitaine Khaled Adenan, meilleur joueur béninois de la CAN 2019, selon plusieurs techniciens, avait été victime de cette accession du technicien français des écureuils. Comme Stéphane Sessayon, Désiré Segbiazangpo, David Kiki, Rudy Justed et les joueurs locaux sans championnat ne seront pas de l'expédition portugaise. Ce que Stéphane Sessayon amène à l'équipe nationale, et je dis bien amène, je n'ai pas dit à amener. Donc, les choses sont simples. Stéphane est quasiment sans entraînement. Vous doutez bien qu'avant de balancer la liste, j'ai échangé, je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui pour lui dire, pour lui expliquer ma position. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, nous comptons tous sur Stéphane pour le mois de novembre. Donc, je pense qu'il va signer très prochainement dans un club. Ça tarde un peu, mais je pense qu'il va signer très prochainement dans un club. Pour ce Bénin-Gabon du 11 octobre 2020, la presse sportive béninoise a eu droit à la surprise du chef Michel Dussuet avec la présence de deux nouveaux joueurs. Yohan Roche, défenseur de 23 ans, il évolue à Rodez en Ligue 2 française, et Matteo Arlinvi, milieu de terrain de Nîmes Olympique. Concernant Matteo Arlinvi, c'est un joueur aussi que je suis depuis pas mal de temps, depuis 1 an et demi. C'est un joueur qui était prêt à rejoindre l'équipe nationale. Il a déjà son passeport, il est prêt même déjà depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est aujourd'hui la porte s'ouvre pour lui. Il fait de bonnes choses avec Nîmes. Pour l'instant, il n'a pas un gros temps de jeu avec l'équipe première, mais en tout cas, il est dans le groupe et c'est aussi engageant pour l'avenir. Et c'est aussi un jeune joueur. Donc, voilà, ce sont des perspectives aussi qui s'ouvrent pour lui dans l'équipe nationale. Sur cette liste de 23 joueurs, Chabel Gomez, l'Amiénois, retrouve enfin la sélection après plus de 2 années d'absence. Concernant Gomez et Koukpo, ce sont des joueurs, Marcelin a déjà été appelé plusieurs fois, il était plutôt dans les réservistes. Aujourd'hui, c'est vrai que la porte s'ouvre pour eux, c'est aussi une opportunité déjà de retrouver le groupe, de se dire aussi qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sont là, que je compte sur eux, même si jusqu'à présent ils n'ont pas été souvent convoqués, mais en tout cas qu'ils sont là et le groupe est élargi. Aujourd'hui, ils bénéficient, c'est vrai, des absences de certains joueurs, et c'est aussi à eux à montrer où ils en sont aujourd'hui. Pour le reste des joueurs convoqués, aucune surprise. Michel Dussuet a pris les meilleurs du moment. Les écureuils vont livrer une rude bataille à Lisbonne et Stadio Pina Maniqué face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Des panthères très en forme lors des 2 premières journées des éliminatoires. Cette rencontre a également une saveur particulière car le dernier Bénin-Gabon, joué le 10 octobre 2017 à Malmort en France, s'est soldé sur une victoire de 1-0 en faveur des écureuils. Il y aura donc sur la pelouse lisboète un parfum de revanche chez les Gabonais, mais également une envie de suprématie chez les Béninois. Voilà, en interactualité en France et en Allemagne, les transports ont subi une paralysie générale ce mardi. Rachidato Biomama nous en dit plus.
En France, le Covid-19 n'a pas fini de peser sur la Sécu. Après un déficit record de 44,7 milliards d'euros cette année, une perte de 25,5 milliards est attendue en 2021 dans le projet de budget que le gouvernement doit dévoiler. Plongée dans des abysses insondés à cause du confinement et de la récession, la sécurité sociale s'apprête à passer encore une année en apnée. Depuis le début de la déferlante épidémique jusqu'à aujourd'hui, parce que, je le rappelle, nous ne sommes pas tirés d'affaire et nous sommes à nouveau en veillée d'armes, le choix du gouvernement a été d'accompagner les Français et de ne laisser personne sur le bord de la route. Les dispositifs qui ont été mis en place, sur le détail desquels je ne reviens pas, sont des dispositifs extrêmement coûteux, dont le but est d'éviter une déroute économique et une véritable catastrophe sociale. Il le fallait. Les pertes de recettes liées à la conjoncture et les dépenses liées à la protection des Français dans la crise ont conduit à un résultat de plus de 40 milliards d'euros de déficit pour l'année 2020. En Allemagne, les transports en commun étaient fortement perturbés ce mardi matin suite à l'appel à la grève du puissant syndicat Verdi qui demande la négociation d'une nouvelle convention collective à l'échelle nationale. Verdi a appelé les salariés des transports publics à une grève d'avertissement pour augmenter la pression, a indiqué le syndicat dans un communiqué rendu public ce mardi. Dans de nombreuses grandes villes du pays, l'offre de transport public était drastiquement limitée. Dans la capitale Berlin, quasiment aucun bus, métro ou tram ne circulait, tandis qu'à Hambourg, aucun métro n'a fonctionné jusqu'à 11 heures. À Munich, dans le sud du pays, seulement la moitié des bus ont circulé. Le syndicat Verdi demande la mise en place d'une négociation pour une convention collective s'appliquant à l'ensemble des 87 salariés du secteur. Il demande à ce que cesse le traitement inégal des salariés dans les différents États allemands et appelle à des règles communes en matière de congés et bonus. Plusieurs centaines de militantes féministes ont manifesté dans les rues de Mexico pour réclamer la légalisation de l'avortement dans tout le Mexique. Majoritairement habillées de noir et le visage masqué, les manifestantes se sont rassemblées dans le centre historique de Mexico où quelques heurts ont éclaté face à un impressionnant dispositif policier qui encadrait ensuite leur parcours dans les rues de la ville. Nous voulons l'avortement légal, sûr et gratuit pour toutes les femmes, criaient les manifestantes. Elles réclament que l'avortement soit dépénalisé dans tout le pays, car il n'est légal qu'à Mexico depuis 2007 et dans l'état d'Oaxaca depuis 2019 jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Sauf à Cuba et en Uruguay où il est autorisé, l'avortement est considéré comme un crime en Amérique latine. Fin de ce journal. Retrouvez l'actualité tout à l'heure à 16h30, à 19h le JT des régions, à 20h Ariane Da Silva interviendra, à 23h Estelle Pazou reprend les commandes. Bonne suite des programmes sur l'ORTB où vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.